Si on prenait le président Poutine, on le met là-bas au Congo à la tête de l'État, avec toute la population qu'il y a, avec tous les enjeux qu'il y a, est-ce que les choses vont changer? Donc, ce n'est pas un problème des hommes, c'est un problème des systèmes. L'État congolais, il n'a pas été fait pour qu'il soit un État des Congolais, mais plutôt un marché du monde. Je me répète, l'État congolais n'a pas été fait pour qu'il soit un État des Congolais, mais plutôt un marché du monde entier, où on vient, on prend le coltan, le diamant, l'or, le malachite, ainsi de suite, le cobalt, le cuivre, on amène ailleurs, on fait des voitures, et nous ici en Europe, on roule dedans. C'est ça le rôle de ce marché, du Congo. Et qu'est-ce qu'on donne en retour au Congo? Le chaos. En plus du Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue chez Moam International Network dans Point de vue. Comme vous le savez, la situation sécuritaire en RDC, ça ne va pas du tout. Et il y a cette histoire de M23 qui fait irruption au niveau de la RDC à l'est du Congo. Et il y a toujours des villageois, des villages qui se vident, des gens qui sont en fuite permanente. Alors que nous avons le président Tshisekedi qui est au pouvoir, qui est venu avec le changement. Aujourd'hui, il y a des gens qui se posent la question, mais Tshisekedi, est-ce qu'il fait quelque chose, le président Félix Tshisekedi? Parce que lui, il est venu pour le changement. Kabila était là, on a vu la même chose, on a vu les M23 et encore d'autres rébellions qu'on connaît. Et il y a des gens qui se posent maintenant la question, hein, c'est clair. Il ne fait rien, il a fait presque 3 ans, et puis en 2023, il y a les élections, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors la question aujourd'hui est de savoir si la situation du Congo dépend d'une seule personne ou du chef de l'État, et si on remplaçait M. Tshisekedi pour mettre quelqu'un d'autre, un Congolais, est-ce que ça va changer? Est-ce que c'est un problème d'hommes ou de femmes à la tête du pays? Si on prenait le président Poutine, on le met là-bas au Congo à la tête de l'État, avec toute la population qu'il y a, avec tous les enjeux qu'il y a, est-ce que les choses vont changer? Si on prend l'ancien président américain Barack Obama, il devient président du Congo. Avec tout ce qu'il y a comme problème, tout ce qu'il y a comme enjeu géopolitique et stratégique, est-ce que les choses vont changer? Est-ce que c'est un problème d'homme? Je m'appelle Alphonse Mwambi et je vous salue à partir de La Haye, aux Pays-Bas. Pour commencer, je vais vous ramener en mai 2011. J'étais à Bruxelles avec le docteur Mukwege et Madame Colette Brackman. Nous étions en train de faire un débat. Nous étions dans le panel. Et le débat était organisé par le journal Le Soir et le journal De Morgen. C'était à KVS à Bruxelles. Alors, dans ce débat-là, vous savez, docteur Mukwege, ce jour-là, il venait d'avoir le prix Roi Baudouin. Donc, il était là en train de défendre la cause des femmes violées au Congo. Et tout ça, les femmes sont violées à cause de ces rebelles. Elles sont violées par ces rebelles-là. Alors, Madame Colette Brackman a dit quelque chose dans ce débat-là, pendant ce débat-là. Elle a dit, de toute façon,
Bon, les Congolais n'aiment pas Kabila, c'est vrai, Kabila va partir, mais le président qui va venir, les Congolais ne vont plus l'aimer après parce qu'ils vont préférer Kabila et voilà, c'est comme ça au Congo. Les Congolais préfèrent le président qui est parti. C'est-à-dire, elle a donné l'exemple de Mobutu qui était parti, et à l'époque de Kabila père et Kabila fils, les Congolais ont commencé à préférer Mobutu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On a Félix Tshisekedi, le fils d'Etienne Tshisekedi, qui apprenait le changement, qui est venu. Mais on voit que le Congo est toujours dans le chaos politique, économique, social, culturel. Le Congo est par terre, au fait. À tel point qu'il y a certaines personnes qui commencent à dire « Mais non, mais Joseph Kabila devrait rentrer, devrait revenir au pouvoir. » C'est la thèse de Madame Colette Braeckman. Alors cette thèse-là m'amène à donner une petite réflexion. On peut voir que les choses ne sont pas telles qu'on les voit. La plupart des présidents en Afrique sont des prisonniers. Ils ne peuvent pas parler. Ils sont pris en otage. Otages diplomatiques, otages géopolitiques, otages tout court, hein, parce que on peut les tuer comme ça. On peut les tuer. Et quand on pose la question de savoir quel est le problème, il y a M. Lambert Mende qui avait dit quelque part que non, Joseph Kabila avait des problèmes parce que son casting était mauvais. Donc il avait sélectionné des mauvais collaborateurs. Mais c'est la même histoire à la période de Mobutu. On pouvait dire aussi qu'il avait sélectionné des mauvais collaborateurs. La même chose avec Laurent Désiré Kabila. Il avait sélectionné des mauvais collaborateurs, le mauvais casting. Et c'est la même chose que Joseph Kabila. Le casting n'était pas bon. Il a même dit lui-même qu'il lui manquait une dizaine de personnes pour changer le Congo. Est-ce que ces personnes-là n'existaient pas au Congo? Et aujourd'hui, on a Félix Tshisekedi avec un slogan « Le peuple d'abord ». Mais vous voyez comment il fait des voyages ici et là, comment il est prisonnier des puissances étrangères. Et là aussi, autour de lui, on parle déjà. Le mauvais casting, des mauvais collaborateurs, tous venus de Bruxelles, de chez nous ici à la diaspora. Bruxelles, Canada et tout. Tous intelligents, tous parlent bien français. Cravate, bien habillés, bien parfumés, bien coiffés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Corruption sur corruption. Et les montants qu'ils volent, 300 millions, 50 millions, 150 millions, 200 millions, 2 millions. Ça part où? On ne sait pas. Ils justifient ça en français. Et tout est correct. À tel point que le président lui-même, quelque part à Lodja, il a dit ce pays Mbokao et Sekoufa na yango kala. Et le Kouakoboma ezali sous-souté. Pour dire ce pays est déjà par terre depuis très longtemps. Donc, pire que ça, ça ne peut pas aller. Est-ce que le problème des castings là, tous les présidents qui arrivent au pouvoir ne savent pas faire le casting? Comment on peut toujours systématiquement arriver à cette erreur-là d'avoir un mauvais casting? Et le casting de Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi,
est telle que même des petits trucs que les gens devraient faire normalement. J'ai la page Facebook du président Tshisekedi. C'est une page qui serait bien gérée facilement. Mais quand on regarde là, c'est le chaos. On trouve des femmes qui posent là-bas, on trouve des gens qui posent là-bas, on trouve tout et n'importe quoi. Mauvais casting. Comment on arrive à ce mauvais casting-là? Comment les présidents ne réussissent pas? Tous les présidents du Congo, Zaïre et tout. C'est là où il faut qu'on rentre dans l'histoire. L'histoire du Congo commence en 1885. C'est très important qu'on fasse recours à l'histoire. Très important. En 1885, à Berlin, en Allemagne, il y a eu 14 puissances qui se sont partagées le Congo. Ils ont donné la gestion de ce Congo-là, de ce pays-là, à Léopold II. Bon, Léopold II, on a dit que voilà, c'était sa propriété privée, le Congo est indépendant et tout ça. Bon, ça, ce sont les histoires. Il a été le gestionnaire. Et le Congo avec quel statut? Les statuts d'un poste, d'un marché. Un marché commun qui appartenait à tout le monde. Il y a eu même des lois, des articles. Une vingtaine d'articles où on a écrit ce qu'il faut. On ne doit pas se faire la guerre au Congo, le commerce doit être équitable. Tout le monde avait droit à circuler au Congo. Ça, c'est avec qui? Avec Léopold II. C'était le statut du Congo. Le Congo, c'était un marché. Quand vous quittez le matin, vous allez chercher du pain au marché, vous allez chercher des tomates, vous allez chercher n'importe quoi. C'est ça le Congo pour le monde entier. C'était ça. La raison pour laquelle ils ont constitué ce Congo-là. À Berlin, le 26 février 1885. C'était ça. Est-ce que ce statut-là a changé? Et comment ça s'est passé? Léopold II, il a eu des ennuis. Parce que quand il a commencé à gérer ce pays-là, à partir de la Belgique, où il n'a jamais quitté pour arriver au Congo, il a eu des problèmes. Parce qu'il n'a pas bien géré, c'est-à-dire qu'il n'a pas respecté les accords. Il a commencé à chasser les Anglais à l'est du pays, les Hollandais à l'est du pays. Et on comprendra pourquoi aujourd'hui, d'ailleurs, les Anglais, les Hollandais se focalisent toujours à l'est du pays. C'est parce que déjà à l'époque, ils étaient là. On a eu ce problème de caoutchouc, les mecs coupés et tout. À un moment donné, Léopold II a été chassé du Congo. La RDC, le Congo, est partie de Léopold II et est devenue donc la colonie de la Belgique. C'est parce que Léopold II n'a pas respecté les accords. Les accords, c'était que tous les multinationales devraient venir là-bas et faire les affaires. Mais il a commencé à chasser ici et là et s'accaparer de tout. C'est très important cette histoire de Léopold II. C'était le premier chef de l'État indépendant du Congo. Très important. Alors vient la Belgique, le colon belge, l'État belge comme colonisateur. Là, je ne vais pas rester très longtemps. Mais je vais vous référer au discours du roi Baudouin le 30 juin 1960, quand il prétend donner l'indépendance au Congo. Il dit,
un passage que moi j'ai toujours retenu. Parce que nous avons toujours retenu ce discours de Lumumba, mais le roi Baudouin a fait un discours. Il a dit ceci, à peu près ceci. Il a dit, voilà, nous vous donnons le Congo dans l'état où il se trouve. Prenez bien soin de cela et faites attention, ne retombez pas dans le tribalisme, parce qu'il y a des puissances étrangères qui n'attendent que ça pour venir vous envahir. Je vais répéter. Le roi Baudouin, le roi des Belges, le 30 juin 1960, a fait un discours dans lequel il y a eu un passage qu'il dit « Faites attention avec le Congo tel que nous vous l'accordons, nous vous le laissons. Parce que si vous retombez dans le tribalisme, il y a des puissances étrangères, des grandes puissances, qui reviendront ici pour vous envahir. » Vous pouvez voir le texte, c'est à peu près dans ce terme-là qu'il a dit. Quand un roi belge, avec tout le pouvoir qu'il a, son pays, avec toutes les informations qu'il a, vous dit ça, c'est que eux-mêmes ont été combattus. Ils sont partis en catastrophe. Est-ce que c'était un problème de la Belgique? Et après est venu Lumumba, Kasavubu. Il y a eu un chaos total pendant quelques jours après l'indépendance du 30 juin 1960. Mobutu qui va faire le coup d'État et voilà Mobutu est au pouvoir aidé par tout le monde. Mais Mobutu a échoué. Il nous a laissé un Congo où, en 1997, 97, Laurent Désiré Kabila est venu avec de petits enfants, des mineurs, qu'on a appelés des Kadogo. Un mouvement venu de l'Est du Congo, soutenu par le Rwanda, l'Ouganda, et ils sont venus sur Kinshasa, ils ont marché sur Kinshasa, ils ont pris le pouvoir, ils ont chassé Mobutu. Mobutu s'est retrouvé mort au Maroc. Est-ce que c'était un problème de Mobutu que les choses n'allaient pas au Congo à l'époque Zaïre? Et alors, Kabila, Laurent, arrive au pouvoir. Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir. Confusion totale. Il a une vision, il est là, et tout le monde est contre lui, du moins de l'étranger. Et puis, il n'a pas de financement de l'extérieur, il est dictateur, on dit, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a fait un combat farouche avec les puissances étrangères, à tel point que Laurent Désiré Kabila a été assassiné par son garde du corps. On reviendra là-dessus plus tard. Et Kabila, le 16 février 2001, a été assassiné. Chaos total. Après, son fils, Joseph Kabila, arrive au pouvoir. Très jeune, il prend la tête de ce pays-là. Lui-même va finir par dire que il me manque une dizaine de personnes pour gérer ce pays. Et à la fin de son mandat, vers 2018, il dira « La seule chose que je n'ai pas pu faire, c'est d'échanger l'homme congolais. » Tshisekedi, le fils de l'opposant,
arrive au pouvoir et on est dans la même situation. La corruption est généralisée. On arrête des gens qui ont volé. On les libère. Et les routes ne sont pas construites. Les trous sont là. Les gens sont à gauche, à droite. Des rues qui ne sont pas dirigées. Il n'y a pas de toilettes. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien. Et lui, le président Tshisekedi, avec toute sa bonne volonté, il fait des choses, il a des collaborateurs, mais il ose d'ailleurs critiquer ses propres collaborateurs en disant, voilà comment vous volez. Les gens volent. Il dit ça. Au tribunal, il dit, mais vous arrêtez des gens, on ne va pas des sanctions. Des gens qui ont volé des millions, on ne va pas, ne fût-ce qu'un petit million. Est-ce que c'est un problème d'homme? Est-ce que c'est un problème d'homme? Je ne pense pas que ce soit un problème d'homme. C'est là où nous devons... L'histoire est très importante parce que très importante pour que nous puissions voir la nature de ce Congo, comment on a construit ce Congo, comment on a constitué ce Congo. Le Congo a été un marché. Si on ne prend pas le Congo en tant que tel, en tant que marché, on les prend en tant que pays, là, on va avoir affaire avec des hommes. Mais quand on le prend dans sa globalité, dans son ADN tel qu'il a été constitué, on peut comprendre et situer le problème. Et ce problème-là, il a été bien expliqué aussi ici dans ce livre du professeur Mbanza Malale. J'aime beaucoup son travail, le professeur Mbanza Malale. Il a écrit ce livre, il a rassemblé beaucoup de données qui sont importantes. Mais ce n'est pas seulement ce livre. Il y en a beaucoup d'autres qui accompagnent ce livre. Mais de tous ces livres, j'ai pris celui-ci parce qu'il y a une discussion qui est, lui, Mbanza Malale reste dans cette vision du marché, tel qu'il a été créé à Berlin en 1885. Est-ce que aujourd'hui, en 2022, le Congo est toujours un marché? Et le livre n'est pas de cette année, hein, il date d'il y a quelques années. Mais ce qui est intéressant, c'est préfacé par le professeur, le professeur Célestin Ngouya Ndila Malengana, qui, dans son mot de préface, a parlé de l'évolution des choses. C'est-à-dire que il redoute que le Congo soit toujours ce marché-là tel qu'il a été créé en 1885, parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est vrai, la Chine n'était pas à la table à Berlin en 1885. Mais est-ce que c'est pour autant que la nature du Congo a changé? Je pense que cette discussion-là devrait encore être faite. Encore un livre. Je prends celui-ci. La stratégie du chaos. La stratégie du chaos, c'est un livre qui ne parle pas du Congo nécessairement. C'est un livre de Mohamed Hassan. Il parle de la plupart des pays arabes, Somalie, Soudan, ainsi de suite. Quand vous voyez le chaos, en fait, le chaos, c'est une marchandise.
c'est une façon, c'est un investissement. Quand on investit dans le cacao durable, tel que je l'appelle, c'est pour récolter plus tard. C'est-à-dire que on vient, on vous met dans le chaos, dans la confusion, parce qu'il y a des gens, il y a des appareils, il y a des institutions dans le monde qui, elles, créent ces chaos-là. Malheureusement, aussi au pays, il y en a qui sont là pour créer des chaos. C'est pourquoi vous allez voir chaque jour au Congo, en RDC, il y a des breaking news. Chaque jour. Plein de breaking news. Pour faire quoi? Pour détourner l'attention de la population. Pour détourner l'attention des dirigeants. Parce que quand on est tourmenté, on doit faire par-ci, par-là. Il y a partout des calamités, il y a toujours des chaos, il y a des problèmes partout. On te tire de gauche à droite, tout ça. Tu ne sauras pas gérer le pays. C'est comme ça. C'est dans ce livre, la stratégie du chaos. C'est dedans. Donc, ce n'est pas un problème des hommes. C'est un problème des systèmes. L'État congolais, il n'a pas été fait pour qu'il soit un État des Congolais, mais plutôt un marché du monde. Je me répète, l'État congolais n'a pas été fait pour qu'il soit un État des Congolais, mais plutôt un marché du monde entier, où on vient, on prend le coltan, le diamant, l'or, le malachite, ainsi de suite, le cobalt, le cuivre, on amène ailleurs, on fait des voitures, et nous ici en Europe, on roule dedans. C'est ça le rôle de ce marché, du Congo. Et qu'est-ce qu'on donne en retour au Congo? Le chaos. En plus du chaos, on vous donne aussi la famine. Et ça, c'est Jean Ziegler. Jean Ziegler, c'est un écrivain suisse qui a écrit ce livre, L'Empire de la honte, quand il travaillait à l'ONU. On lui a donné une fonction pour inventariser la famine, comment ainsi de suite, et combattre la famine. Et il arrive au Congo, c'est ainsi qu'il a regardé, il s'est dit, mais ça ne va pas. Il a commencé à écrire ce livre ici. Et la conclusion, dans son livre ici, il dit, on a créé la famine. On a créé la famine pour tuer la population, pour garder la population dans la soumission totale. Et moi, pendant les temps que j'ai fait les observations des élections au Congo, en tant qu'observateur international des élections, en 2006, en 2011, qu'est-ce qu'on va nous dire? En 2011, on nous dira dans les chancelleries européennes, occidentales, que non, mais Tshisekedi, Etienne Tshisekedi a gagné les élections, mais Kabila va changer la donne. Mais c'est Kabila qui va rester au pouvoir. Pourquoi? Parce que même s'il y a des protestations, des marches, ainsi de suite, le Congolais ne va pas tenir pendant 2 semaines pour faire des marches et des trucs. Pourquoi? Parce que le Congolais a besoin d'aller au marché, vendre, acheter du pain, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Congolais ne peut pas faire 2 semaines en train de faire des marches pacifiques, des marches de ceci, pour exiger quoi que ce soit, parce que le Congolais dépend du marché, de la vie de tous les jours, de la débrouille. C'est-à-dire,
tu vas au marché, tu vends tes cacahuètes, tu as de l'argent, tu vas acheter une petite farine pour ta petite famille, tu manges, et chaque jour, ainsi de suite. Ça, c'est une stratégie, c'est la stratégie du chaos. C'est la famine de Jean Ziegler. Le Congo est un marché. Alors, quand on sait que le Congo est un marché, c'est là où il faut savoir avec qui négocier. On ne peut pas dire, voilà, il y a les M23 qui sont là-bas, qui sont venus, qui attaquent le Congo. Je viens de vous parler de 1885 jusqu'à aujourd'hui, en passant par 1960, 1997. Est-ce qu'il y avait des M23? Il n'y avait pas de M23. Mais il y avait le chaos. Le chaos est resté constant. 1960. On a tué Lumumba. Il n'y avait pas M23. Il y a eu un chaos total à l'époque. En 1997, quand on a chassé Mobutu par la AFDL de Laurent Désiré Kabila, avec les Rwandais, les Ougandais, ainsi de suite, il n'y avait pas M23. Ça change de nous. Les forces de l'ONU sont au Congo depuis 1960. Ce ne sont pas des M23. C'est l'ONU, en fait, si je peux me permettre de le dire, c'est aussi une partie de ce chaos-là. Ce sont les faiseurs de ces chaos-là, parce que l'ONU, il y a des indirections qui disent tout simplement que tous ces gens de l'ONU-là, toute cette composante est là pour s'espionner les uns les autres par rapport à leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour le Congo. Parce que ce n'est pas possible qu'ils sont là depuis 1960. Ils changent de nom. Comme le M23 change ce nom-là, l'ONU change aussi de nom. ONU Congo, MONUSCO, MONUC, ainsi de suite. Ça change. Mais c'est là. 20 000 personnes. Des armes, par-ci, par-là. J'ai appris que l'Ukraine a retiré son contingent de 250 personnes, militaires, et ses hélicoptères, pour aller combattre en Ukraine. Mais au Congo, ils n'ont jamais combattu. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire là-bas? Parce que nous avons le M23 depuis toujours. Donc c'est pour dire que on peut mettre de l'espoir dans l'homme, mais en ce qui concerne la RDC, c'est un cas assez spécial. La RDC, on peut dire oui, c'était une colonie belge, mais c'était une colonie de plusieurs puissances. La Belgique, à travers le roi Léopold II, n'a fait que la gestion. Et pour bien comprendre les choses, on doit négocier avec toutes ces puissances-là. Commencer par les États-Unis d'Amérique. C'est les États-Unis d'Amérique qui avaient reconnu en premier l'État indépendant du Congo, à Berlin, en 1885. Il faut commencer à négocier avec les États-Unis d'Amérique. Mais il ne faut pas négliger les autres. Il faut qu'on s'assoie, qu'on parle clairement. Quelle est la part de ces puissances-là et quelle est la part des Congolais? Sinon, si on n'est pas clair dans ce langage-là, on va dire oui, c'est notre pays, la souveraineté, ainsi de suite, ainsi de suite. Et celui-ci viendra, il est président. S'il ne cède pas, on les tue. Il passe, on vous met un autre. Il ne cède pas, on les tue. On va dire non, 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 c'est son garde du corps. C'est M23. C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, ainsi de suite. Non.
Donc il faudra que l'on puisse bien analyser le problème, le canaliser et aussi informer. Il faut que l'opinion soit au courant. On est dans une distraction totale, un chaos total. Les églises, les musiciens, ainsi de suite, des voleurs, des mafieux, des politiciens, des parlementaires, tout le monde dans un chaos total. L'État n'existait pas du tout. Il n'y a pas une seule rue à Kinshasa quand je suis là-bas. Il n'y a pas une seule rue qui est dirigée. Il y a des gens qui viennent, qui sont en train de casser les routes, ainsi de suite. Le gouverneur, tout le monde est là. Oh, on attend que le président parle. On attend que le président fasse ceci. Pas du tout. C'est le chaos total. Et il y a des gens qui quittent la Hollande, qui viennent là-bas, qui font les affaires avec des chefs coutumiers à l'est du pays. Personne n'est au courant. Il y a des jeunes filles qui quittent les États-Unis pour venir instruire des militaires là-bas. Donc, c'est ce chaos-là qui est entretenu. Si on ne sait pas situer ce problème-là tel que je vous l'ai dit, nous allons nous entretuer. Et Mbanzama Lale, le professeur Mbanzama Lale, lui, au lieu d'expliquer son livre, tout le temps, il passe à la télévision pour dire comment Joseph Kabila est beau, Joseph Kabila est katangé, Joseph Kabila est intelligent. Mais Mbanzama Lale, vous êtes professeur. Si le président Kabila était intelligent, et si vous êtes intelligent, vous avez fait ça, vous avez fait plus, vous êtes professeur, pourquoi Kabila a manqué une dizaine de personnes pour changer le Congolais, pour transformer le Congo? Vous étiez où? Vous faites partie aussi de ce chaos. Cette stratégie du chaos, vous êtes dedans. Mesdames et messieurs, c'était ça le point de vue de ce jour. Je vous remercie. C'était Alphonse Mwambi à partir de La Haye, aux Pays-Bas. Bonne soirée chez vous.